Salut à tous. Le 30 et 1 mars 2026, Donald Trump s'est adressé au peuple américain. Il a promis que l'opération Epic Fury ramènerait l'Iran à l'âge de pierre en 2 à 3 semaines. Il a déclaré que les objectifs militaires de l'Amérique seraient atteints très rapidement. Il affichait une confiance absolue. Mais voici ce que personne ne vous dit. Tous les analystes militaires s'accordent à dire qu'une invasion terrestre de l'Iran est impossible à gagner. Le terrain est impraticable. 50 000 soldats ne suffisent pas. La logistique est un cauchemar. Trump menace l'OTAN, aliène des alliés et étire les forces américaines sur plusieurs fronts à la fois. Dans la communication à la Trump, la confiance tient souvent lieu de logistique. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a averti sa population qu'elle devait s'attendre à une hausse des prix du carburant. Le Premier ministre Starmer a dit aux Britanniques de se préparer à des difficultés économiques. Les dirigeants du monde entier se préparent à la catastrophe. Et pourtant Trump continue l'escalade. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth vient d'annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il a dévoilé ce qu'il appelle la Grande Amérique du Nord. Une carte stratégique affirmant que les intérêts de sécurité américains s'étendent du Groenland à l'Équateur, de l'Alaska au Guyana. Il menace en même temps le Danemark au sujet du Groenland, fait pression sur le Canada, impose un embargo à Cuba, déstabilise la Colombie et occupe le Venezuela. Cela paraît complètement insensé. Trump mène une guerre impossible à gagner en Iran tout en ouvrant des fronts à travers tout l'hémisphère occidental. Il s'en prend à des alliés dont il a désespérément besoin. Il disperse les forces américaines jusqu'à l'absurde. Tous les analystes conventionnels parlent de folie. Tous les experts prédisent un échec catastrophique. Mais s'ils avaient tous tort. Et si c'était pas de l'incompétence? Et si c'était la stratégie géopolitique la plus brillante exécutée depuis une génération? Et si Trump voulait perdre la guerre en Iran? Et si Trump voulait l'effondrement de l'Empire américain? Et si Trump voulait l'implosion de l'économie mondiale? Sur les écrans pro-Trump, une carte plus grande passe souvent pour une stratégie plus grande. Alors ce serait pas un idiot, ce serait un génie. Laissez-moi vous montrer le plan. Le détroit d'Ormuz fait 20 et 1 mille de large à son point le plus étroit. 20% du pétrole mondial transite par ce corridor. À l'heure actuelle, l'Iran peut le fermer à volonté. Les calculs sont simples. Le Japon tire 75% de son pétrole du Moyen-Orient, l'Inde en tire 60%, la Chine en tire 45%. La Corée du Sud en dépend totalement. L'Europe dépend fortement de l'énergie du Golfe. Si le détroit se ferme durablement, ses économies s'effondrent en quelques semaines. JP Morgan a publié une analyse fin mars prévoyant qu'à la mi-avril 2026, le monde ferait face à des pénuries critiques de pétrole si le conflit se poursuivait. Pas un rationnement, pas une hausse des prix, de vraies pénuries, des économies qui se grippent jusqu'à l'arrêt, mais le pétrole n'est qu'un début. Les phosphates destinés aux engrais transitent par le détroit, l'ammoniac pour l'agriculture, le soufre pour les procédés industriels, l'urée pour la production alimentaire, l'hélium pour la fabrication des semi-conducteurs, l'acide sulfurique pour la production de puces d'intelligence artificielle. Si le détroit reste fermé, l'économie mondiale ne se contente pas de ralentir. Elle se brise structurellement. La production alimentaire s'effondre, la fabrication technologique s'arrête, la capacité industrielle se fige, et c'est là que cela devient intéressant. Regardez les réserves mondiales de pétrole. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de la planète. Le Canada arrive au 4e rang. Les États-Unis arrivent au 8e rang. La Russie détient d'immenses réserves. L'Amérique du Nord, collectivement, contrôle davantage de pétrole accessible que l'ensemble du Moyen-Orient. Maintenant, regardez qui contrôle ce pétrole. Trump vient de prendre le contrôle du Venezuela en janvier 2026. Il menace d'absorber le Canada. Il consolide son contrôle sur les infrastructures énergétiques mexicaines. Il renforce la capacité d'extraction américaine. La Russie, bien sûr, contrôle ses propres réserves massives. Donc si le Moyen-Orient disparaît de l'équation, qui en profite?
L'Amérique du Nord et la Russie, les deux forteresses continentales disposant des ressources nécessaires pour survivre de manière indépendante. Regardez maintenant qui a besoin d'acheter du pétrole. La Chine importe 75% de ses besoins pétroliers, le Japon importe presque tout, la Corée du Sud est totalement dépendante, l'Inde est désespérément en quête d'énergie. L'Allemagne et l'Europe ont besoin d'un approvisionnement constant. Et voici l'élément crucial. Regardez qui détient la dette américaine. Les plus gros détenteurs étrangers de bons du Trésor américain sont le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, Taïwan, Singapour, Hong Kong, l'Inde, le Canada, la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Irlande et la Suisse. Vous remarquez quelque chose? Ils sont tous en Asie ou en Europe. Ils dépendent tous du pétrole du Moyen-Orient. Ils sont tous sur le point de devenir désespérément dépendants de l'énergie nord-américaine. L'Amérique a 39 000 milliards de dollars de dette. Cela devrait être catastrophique. Cela devrait signifier que l'Amérique n'a aucun levier. Depuis 10 ans, tous les analystes préviennent que la Chine et le Japon pourraient faire s'effondrer l'économie américaine en vendant massivement leurs bons du Trésor. Mais regardez ce qui se passe quand le Moyen-Orient sort du jeu. Soudain, le Japon a besoin du pétrole américain pour faire tourner son économie. La Chine a besoin des engrais américains pour nourrir sa population. L'Europe a besoin de l'énergie américaine pour éviter de geler en hiver. Ils ne peuvent plus se débarrasser de la dette américaine. Ils ont davantage besoin de l'Amérique que l'Amérique n'a besoin d'eux. Voilà le renversement. Voilà le piège qui se referme. Depuis 30 ans, l'Amérique est le consommateur de dernier recours. L'Amérique a acheté les produits de tout le monde. L'Amérique a accumulé des déficits commerciaux. L'Amérique s'est endettée pour soutenir l'industrie manufacturière mondiale. L'arrangement fonctionnait comme ceci. La Chine fabrique des biens bon marché, prête de l'argent à l'Amérique pour acheter ses biens, et l'Amérique reste dépendante d'une consommation à bas coût pendant que sa base industrielle se vide de sa substance. Mais maintenant, Trump inverse le scénario. Désormais, l'Amérique possède ce dont tout le monde a besoin: l'énergie, la nourriture, les ressources, la sécurité. La dette n'a plus d'importance si vous contrôlez l'approvisionnement. C'est pas une stratégie nouvelle. Poutine a déjà prouvé qu'elle fonctionne. Regardez ce que la Russie a fait en Ukraine. 4 ans après le début de la guerre, la Russie avance lentement, en broyant tout sur son passage. Les pertes sont énormes, les coûts économiques sont massifs. Tous les analystes occidentaux avaient prédit l'effondrement russe, mais la Russie ne s'effondre pas, la Russie s'industrialise pour une guerre permanente. La production militaro-industrielle russe a augmenté de 300% depuis 2022. La fabrication de drones a explosé. La production d'obus d'artillerie dépasse désormais celle de l'ensemble de l'OTAN réunie. L'économie russe se restructure entièrement autour de la production de défense. Et voici ce dont personne ne parle. Ce n'est pas un bug, c'est la fonction. La Russie ne cherche pas à conquérir rapidement l'Ukraine. La Russie utilise l'Ukraine pour transformer son économie d'un pétro, État corrompu, en une puissance industrielle militarisée capable de survivre à l'effondrement du système mondial. Regardez les données. La production industrielle totale de la Russie augmente, les industries militaires dominent, les industries civiles reculent, toute l'économie est réorganisée autour d'un conflit permanent. Au début de la guerre, la Russie importait des drones d'Iran. Maintenant, la Russie fabrique plus de drones que l'Iran. Désormais, la Russie exporte des drones vers l'Iran pour qu'ils soient utilisés contre les forces américaines au Moyen-Orient. Il s'agit d'une restructuration délibérée. C'est la guerre comme politique économique. Et cela fonctionne. La Russie est désormais autosuffisante dans la production d'armes. La Russie contrôle les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie domine les marchés européens de l'énergie malgré les sanctions. La Russie a créé un système financier alternatif en dehors du système occidental. Poutine a compris quelque chose d'essentiel. Le système mondial est de toute façon en train de s'effondrer. Le moment unipolaire américain touche à sa fin, la mondialisation recule, donc la question n'est pas de savoir comment préserver l'ancien ordre. La question est de savoir comment se positionner pour survivre quand il se brisera.
Le philosophe politique russe Alexandre Douguine a exposé ce plan dans son livre de 1997, Fondements de la géopolitique. Son argument central, l'ordre libéral occidental est intrinsèquement instable, il repose sur le sécularisme, l'individualisme, le consumérisme et le multiculturalisme. Ces forces atomisent la société, elles détruisent la communauté, elles affaiblissent les nations. Quand le système s'effondrera, et il s'effondrera, le vainqueur sera celui qui sera resté cohésif, celui qui aura maintenu l'unité nationale, celui qui aura préservé les valeurs traditionnelles, celui qui aura construit l'autosuffisance. Douguine appelle cela le concept de la troisième Rome. Moscou devient l'héritière de Rome et de Constantinople comme centre de la civilisation après la chute de l'Occident dans le chaos. La stratégie est simple. Construire une forteresse, maintenir les frontières, unifier la population par le nationalisme et la religion, sécuriser les ressources, créer un bloc économique autosuffisant avec des nations alliées, l'Inde, l'Iran, le Japon, le Vietnam, puis attendre, laisser l'Occident se déchirer lui-même, laisser l'Amérique sombrer dans un conflit civil entre la gauche et la droite, laisser l'Europe se fracturer sous la pression migratoire et le stress économique. Laisser la Chine lutter avec l'effondrement démographique et la surcapacité. La Russie n'a qu'à survivre. La Russie n'a qu'à rester unie. Alors la Russie héritera de l'avenir par défaut. Et l'Ukraine est la clé. Contrôlez l'Ukraine et vous contrôlez un tiers de la production mondiale de céréales. Contrôlez la mer Noire et vous dominez les exportations d'énergie vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie. Contrôlez le territoire ukrainien et vous créez un tampon contre l'expansion occidentale. La guerre ne porte pas sur le territoire ukrainien. La guerre porte sur la transformation de la Russie en un État militarisé autosuffisant, capable de résister à la tempête qui arrive. Trump a regardé cela et s'est dit « nous pouvons faire la même chose ». En février 2026, Pete Hegseth s'est tenu devant une carte et a annoncé la Grande Amérique du Nord. Il a affirmé que les intérêts de sécurité américains s'étendent du Groenland à l'équateur. Il a déclaré que tout ce qui se trouve au nord de l'équateur, de l'Alaska, au Guyana, relève du périmètre de sécurité américain. Ce n'est pas de la fanfaronnade au hasard. C'est le déploiement d'une doctrine. Le concept remonte aux années 1930, au mouvement technocratique. L'idée était simple. L'Amérique du Nord est suffisamment riche en ressources pour fonctionner comme une zone économique totalement autosuffisante. Énergie, minerais, agriculture, eau, capacité industrielle, tout ce qui est nécessaire à une civilisation avancée existe sur ce continent. Si vous contrôlez l'Amérique du Nord, vous n'avez pas besoin du reste du monde. Vous pouvez survivre à n'importe quelle crise mondiale, vous devenez invulnérable. Les technocrates d'origine voulaient organiser l'ensemble du continent sous une gestion rationnelle et scientifique. Abolir la politique, abolir l'argent, faire fonctionner l'ensemble par l'expertise technique et l'optimisation des ressources. Évidemment, cela ne s'est pas produit, mais la logique géographique est restée valable. Et maintenant, Trump la met en œuvre. Regardez les actions de Trump depuis son arrivée au pouvoir. Menacer le Groenland pour contrôler les ressources de l'Arctique et les routes maritimes, faire pression sur le Canada pour l'intégrer économiquement, occuper le Venezuela pour contrôler le pétrole, imposer un embargo à Cuba pour éliminer une présence hostile, menacer la Colombie et le Nicaragua pour sécuriser l'accès au canal de Panama, déstabiliser le Mexique pour contrôler la migration et l'industrie manufacturière. Il consolide méthodiquement le territoire nord-américain sous domination américaine. Pourquoi ? Parce que lorsque le système mondial s'effondrera, l'Amérique du Nord pourra survivre seule. L'Europe ne le pourra pas, l'Asie ne le pourra pas, l'Afrique ne le pourra pas, le Moyen-Orient ne le pourra pas, mais l'Amérique du Nord a tout. L'énergie, l'eau, les terres arables, les minerais, la capacité industrielle, l'isolement géographique protégé par 2 océans. Si vous contrôlez l'Amérique du Nord, vous pouvez regarder le reste du monde brûler tout en restant à l'abri. Laissez-moi vous montrer les chiffres qui prouvent cette stratégie. L'azote pour les engrais, regardez la production mondiale,
Les principaux exportateurs sont la Chine, la Russie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et Trinité et Tobago. Si la production du Moyen-Orient disparaît, qui approvisionne l'Europe et l'Asie? L'Amérique du Nord et la Russie. Les ressources en eau. Le bleu foncé sur la carte signifie une abondance d'eau douce. L'Amérique du Nord est en bleu foncé. La Russie est en bleu foncé. L'Europe est en bleu clair, sous stress. Le Moyen-Orient est en blanc, en pénurie critique. L'Afrique est en grande partie en difficulté. L'Asie du Sud-Est est marginale. L'eau détermine tout. L'eau, c'est l'agriculture. L'eau, c'est l'industrie. L'eau, c'est la stabilité démographique. L'eau, c'est ce qui vous permet de survivre. Les endroits qui ont de l'eau peuvent exporter vers ceux qui n'en ont pas. Les endroits qui n'ont pas d'eau deviennent dépendants de ceux qui en ont. Et le changement climatique accélère cette dynamique. Les sécheresses s'intensifient, les aquifères s'épuisent, les rivières s'assèchent, les guerres de l'eau arrivent, l'Amérique du Nord est en position de les gagner, la production alimentaire, les États-Unis, le Canada et des territoires potentiellement contrôlés en Amérique du Sud peuvent se nourrir eux-mêmes et exporter leur surplus. L'Europe dépend des importations. La Chine dépend des importations. Le Moyen-Orient en dépend totalement. L'Afrique est en difficulté. L'énergie, nous avons déjà parlé du pétrole, mais il faut ajouter le gaz naturel, le charbon, l'uranium, les capacités renouvelables. L'Amérique du Nord est indépendante sur le plan énergétique. Tous les autres sont vulnérables. Les terres rares pour la technologie. La Chine domine actuellement, mais les réserves nord-américaines sont immenses et sous-exploitées. Avec des investissements, le continent devient autosuffisant. Les calculs sont brutaux. Si vous contrôlez l'Amérique du Nord, vous avez tout. Si vous ne la contrôlez pas, vous êtes exposé. Maintenant, reliez cela à la dette américaine. Qui détient les bons du Trésor américain? Le Japon détient plus de 1000 milliards de dollars. La Chine en détient 800 milliards. Le Royaume-Uni en détient 700 milliards. L'ensemble de l'Asie et de l'Europe détient la majorité de la dette américaine. Pendant des décennies, c'était une vulnérabilité. Ces pays pouvaient en théorie faire s'effondrer le dollar en vendant leurs obligations simultanément. Mais regardez maintenant leur situation. Le Japon fait face à une crise énergétique, la Chine fait face à une crise de sécurité alimentaire, l'Europe fait face à un effondrement économique, ils ont besoin des ressources américaines, ils ont besoin de l'énergie américaine. Ils ont besoin de la nourriture américaine, ils ont besoin de la sécurité américaine, donc ils ne peuvent pas se débarrasser de la dette américaine. Ils doivent continuer à l'acheter. Ils doivent continuer à financer les déficits américains parce que l'alternative, c'est leur propre effondrement. C'est le renversement ultime. La dette devient un levier au lieu d'être un passif. Trump peut faire tourner les déficits indéfiniment, tant qu'il contrôle les ressources dont tout le monde a besoin. Le système de Ponzi continue, mais désormais c'est l'Amérique qui extrait la valeur au lieu de la fournir. Voici donc comment le plan se déroule. Phase 1, escalader en Iran, rendre la guerre impossible à gagner, fermer le détroit d'Ormuz, étouffer l'approvisionnement énergétique mondial. Phase 2, regarder l'économie mondiale se déstabiliser, les prix du pétrole grimper, les prix alimentaires exploser, l'inflation s'accélérer partout, sauf en Amérique du Nord. Phase 3, l'Europe et l'Asie deviennent désespérées. Elles ont besoin d'énergie. Elles ont besoin de nourriture, elles ont besoin de stabilité. Phase 4, l'Amérique propose des accords. Nous vous vendrons de l'énergie, mais vous continuerez d'acheter notre dette. Nous vous vendrons de la nourriture, mais vous accepterez nos conditions. Nous vous fournirons de la sécurité, mais vous vous alignerez sur nos intérêts. Phase 5, consolider l'Amérique du Nord, absorber économiquement le Canada, contrôler le Mexique, dominer les Caraïbes, verrouiller les ressources. Phase 6, laisser mourir l'Empire américain. Se retirer des engagements mondiaux. Cesser de défendre l'Europe. Cesser de protéger les routes maritimes asiatiques. Cesser de soutenir les institutions internationales. Phase 7, reconstruire l'Amérique comme une forteresse. Réindustrialiser, restaurer l'industrie manufacturière, se concentrer sur l'extraction et l'exportation des ressources, créer des emplois, réduire les inégalités, restaurer la cohésion sociale,
l'Empire américain meurt. Mais la nation américaine survit et prospère. Voilà le plan, voilà l'ordre mondial de Trump. Mais il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit aussi de culture. Trump remplace le nouvel ordre mondial annoncé par George H.W. Bush le 11 septembre 1900, 4-21. La vision de Bush avait 3 piliers. D'abord, faire de l'Amérique la capitale financière du monde, délocaliser l'industrie manufacturière, se concentrer sur Wall Street, laisser la finance dominer l'économie, ensuite embrasser le multiculturalisme séculier, abandonner les frontières, l'identité, la communauté, faire du consumérisme la valeur universelle. L'argent unit tout le monde. Troisièmement, assurer la sécurité mondiale, Pax Americana. La puissance militaire américaine garantit la paix. Toute personne qui défie cet ordre est détruite. Ce système a fonctionné pendant 30 ans, mais il a vidé l'industrie américaine de sa substance. Il a créé des inégalités massives. Il a inondé le pays d'immigration, il a détruit la cohésion sociale, il a enrichi les élites côtières tout en dévastant l'intérieur du pays. Trump propose une alternative. Non pas le capitalisme financier, mais le nationalisme des ressources. Non pas le multiculturalisme, mais le nationalisme chrétien. Non pas l'empire mondial, mais la forteresse américaine. L'idéologie, c'est « Make America Great Again », mais la substance, c'est le repli civilisationnel, se retirer, consolider, reconstruire, fortifier, laisser le reste du monde s'effondrer pendant que nous survivons. Il existe une autre couche au sein des élites américaines. Une guerre civile s'y déroule. L'ancienne élite, c'est la finance, Wall Street, le capital investissement, les hedge funds, les gens qui ont gagné de l'argent grâce à la mondialisation. La nouvelle élite, c'est la tech, la Silicon Valley, l'intelligence artificielle, les gens qui voient l'avenir dans l'automatisation et le contrôle technologique. Les deux groupes se battent pour la domination. Les deux groupes ont besoin d'une restructuration pour gagner. L'élite financière veut préserver le système actuel, maintenir la mondialisation, faire circuler la dette, continuer à gonfler les prix des actifs. L'élite technologique veut la disruption. Elle veut détruire l'ancien système et le remplacer par quelque chose de nouveau. Elle veut une économie pilotée par l'intelligence artificielle. Elle veut une monnaie numérique. Elle veut un contrôle technocratique. Trump représente l'élite technologique. Ses principaux donateurs sont Elon Musk et Peter Thiel. Sa politique est portée par les intérêts de la Silicon Valley. La guerre en Iran sert leur agenda. Elle détruit l'ancien système financier mondialisé. Elle force la restructuration. Elle crée une opportunité pour l'élite technologique de prendre le contrôle. Quand la poussière tombera, la nouvelle économie sera organisée autour de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'infrastructure numérique. L'ancienne élite financière sera brisée, l'élite technologique régnera, c'est une guerre de classe au plus haut niveau, et Trump est l'arme. Mais il y a aussi une dimension religieuse. La base de Trump est composée d'évangéliques chrétiens. Il croit à la prophétie biblique. Il croit que la fin des temps approche. Il croit qu'Israël doit être défendu à tout prix parce que cela accomplit la prophétie. La guerre en Iran n'est pas seulement géopolitique, elle est eschatologique. Dans cet argumentaire, la géopolitique et le marketing de l'Apocalypse finissent par partager la même tribune. Il s'agit de forcer les conditions des événements prophétisés. Beaucoup d'évangéliques pensent qu'un conflit au Moyen-Orient déclenchera le retour du Christ. Ils pensent que l'expansion territoriale d'Israël est ordonnée par Dieu. Ils pensent que détruire l'Iran est nécessaire pour l'accomplissement biblique. Cela paraît insensé aux analystes laïcs, mais c'est d'un sérieux mortel pour des millions de partisans de Trump. Et Trump sense, il mobilise la ferveur religieuse pour justifier une stratégie géopolitique. Il transforme la guerre en mission sacrée. Il transforme le repli nationaliste en dessein divin. L'idéologie est puissante parce qu'elle combine l'intérêt matériel et le sens spirituel. Nous ne sommes pas seulement en train de rendre l'Amérique riche. Nous accomplissons le plan de Dieu. Cela donne au projet une force morale que la pure économie ne peut pas fournir. Voici la partie vraiment controversée. Je pense que Trump et Poutine se coordonnent
pas explicitement, pas par des accords formels, mais à travers des intérêts parallèles et une compréhension mutuelle. Tous deux veulent l'effondrement de l'ordre mondial libéral. Tous deux veulent la mort de l'Empire américain. Tous deux veulent créer des forteresses régionales capables de survivre de manière indépendante. La Russie construit son bloc eurasiatique, l'Amérique construit son bloc nord-américain. Ils ne sont pas alliés au sens traditionnel du terme, mais ce sont des partenaires dans la démolition. Quand l'Amérique se retire d'Europe, la Russie remplit le vide. Quand l'Amérique cesse de défendre les routes maritimes asiatiques, la Chine est exposée. Quand l'Amérique se concentre sur l'hémisphère occidental, la Russie a les mains libres dans son étranger proche. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont simplement deux dirigeants qui reconnaissent des intérêts alignés et agissent en conséquence. Les mondialistes y voient une trahison. Les nationalistes y voient du réalisme. Le monde se fragmente de toute façon. Vous pouvez soit le combattre, soit vous positionner pour en tirer profit. Trump et Poutine ont choisi la seconde option. Pourquoi maintenant ? Pourquoi 2026 ? Parce que les conditions sont parfaites. Le système financier mondial est déjà sous tension. La bulle du crédit privé éclate. Les valorisations liées à l'intelligence artificielle ne sont pas soutenables. Les niveaux d'endettement sont historiquement élevés. Les inégalités sont extrêmes. La cohésion sociale se brise. Un seul choc pourrait déclencher un effondrement en cascade. La guerre en Iran est ce choc. Le timing est aussi délibérément calé sur les cycles politiques américains. Trump a 4 ans. Il doit mettre en œuvre une restructuration radicale rapidement. Déclencher l'effondrement tôt dans le mandat laisse le temps de gérer le chaos. En 2028, le pire sera passé. Le nouveau système sera en train de se stabiliser. Trump pourra se présenter en disant qu'il a sauvé l'Amérique du désastre qu'il a lui-même créé. Pour les médias trumpistes, la démolition est toujours plus facile à vendre quand elle est emballée comme un destin. Le calcul politique est cynique, mais efficace. Alors, que se passe-t-il réellement ? Scénario 1. L'invasion terrestre de l'Iran échoue de manière catastrophique. Les forces américaines s'enlisent, les pertes s'accumulent, le détroit reste fermé. L'économie mondiale s'effondre. Le pétrole atteint $300 le baril, émeute de la faim en Asie et en Europe. Les marchés financiers s'effondrent. Le dollar s'affaiblit d'abord, puis se renforce parce que tout le monde a besoin des ressources américaines. Scénario 2. L'Amérique n'envahit jamais. Elle se contente de maintenir une campagne de bombardement et un blocus, garde le détroit fermé indéfiniment, étranglement lent du commerce mondial, effondrement progressif plutôt que crash soudain. Cela laisse plus de temps pour mettre en œuvre la consolidation nord-américaine. Scénario 3, l'OTAN se rebelle. Les pays européens refusent de participer. L'Amérique se retire de l'OTAN. L'architecture de sécurité européenne s'effondre, la Russie domine le continent, l'Amérique se concentre sur l'hémisphère occidental. Les 3 scénarios mènent au même état final. L'Empire américain meurt. La nation américaine se consolide. Les ressources deviennent le nouveau pouvoir. Bien sûr, cela pourrait échouer de façon spectaculaire. Risque 1, l'escalade nucléaire. L'Iran n'a pas d'armes nucléaires. Mais si cela s'étend au Pakistan, ou si la Russie s'en mêle, tout pourrait déraper. Risque 2, l'effondrement intérieur. La société américaine pourrait se fragmenter plus vite que Trump ne peut la consolider. Troubles civils, violences politiques, mouvements sécessionnistes. Risque 3, la Chine passe à l'action sur Taïwan. Si l'Amérique s'enlise en Iran, la Chine pourrait saisir l'occasion. Cela diviserait les forces américaines de façon impossible. Risque 4, l'élite technologique trahit Trump. La Silicon Valley pourrait décider qu'elle préfère finalement l'ancien système. Elle pourrait couper son soutien et le laisser échouer. Risque 5, les ressources ne suffisent pas. Même si l'Amérique contrôle l'Amérique du Nord, la population pourrait ne pas accepter la baisse du niveau de vie qui accompagne l'autarcie. N'importe lequel de ces facteurs pourrait faire dérailler le plan. Trump parie qu'il peut gérer ces risques tout en exécutant la transition. Et nous ne devons pas ignorer le coût humain. Si ce plan fonctionne, des millions de personnes souffriront. Des civils
du Moyen-Orient mourront dans les campagnes de bombardement, les populations d'Asie et d'Europe feront face à la précarité énergétique, les pénuries alimentaires déclencheront des famines, l'effondrement financier détruira l'épargne retraite. Le plan exige d'accepter une souffrance de masse comme un coût nécessaire. C'est la logique glaciale de la compétition entre grandes puissances. Les individus ne comptent pas. Les nations comptent, les ressources comptent, la puissance compte. Trump est prêt à sacrifier des millions de personnes pour une régénération nationale. Que vous jugiez cela monstrueux ou nécessaire dépend de votre grille de lecture. Les mondialistes y voient le mal, les nationalistes y voient la survie. Nous voilà donc en avril 2026. Les forces américaines se préparent à une invasion terrestre de l'Iran. Le détroit d'Ormuz est disputé. Les prix du pétrole flambent. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se brisent. Les dirigeants européens avertissent leur population qu'elles doivent se préparer à des temps difficiles. Et Trump continue l'escalade. Pour les analyses conventionnelles, c'est de la folie. L'Amérique ne peut pas gagner en Iran. La guerre sera catastrophique. Mais si le but n'est pas de gagner la guerre, si le but est de faire s'effondrer le système mondial de manière contrôlée tout en positionnant l'Amérique pour survivre à l'après, alors Trump exécute cela brillamment. Il détruit l'empire américain pour sauver la nation américaine. Il transforme le chaos en armes pour restructurer le pouvoir. Il utilise la guerre pour transformer l'économie. Le nouvel ordre mondial est en train de mourir. L'ordre mondial de Trump naît dans le feu. Que cela fasse de Trump le plus grand président de l'histoire américaine ou le plus catastrophique dépend entièrement de votre perspective. Si vous avez profité de la mondialisation, vous voyez l'apocalypse. Si la mondialisation vous a détruit, vous voyez la rédemption. Si vous vivez en Europe ou en Asie, vous voyez la trahison. Si vous vivez dans l'Amérique profonde, vous voyez la justice. Si vous croyez à la démocratie libérale, vous voyez le fascisme. Si vous croyez à la souveraineté nationale, vous voyez le salut. Il n'y a pas de réponse objective. Il n'y a que des intérêts concurrents et des avenirs différents. Mais une chose est certaine, le monde qui existait le 1er janvier 2026 a disparu. Le système qui gouvernait depuis 35 ans est en train de se briser. Et Donald Trump tient le marteau. La question n'est pas de savoir s'il est fou. La question est de savoir si sa folie est en réalité du génie. Et nous allons bientôt le découvrir. Les dés sont jetés. La partie est en cours, l'effondrement s'accélère. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.